les judaïkas, pour moi, c'est un sujet très particulier parce que c'est une découverte assez récente à l'échelle de mes recherches universitaires et doctorales, de mes recherches en histoire de l'art, parce que je suis donc spécialiste de la bijouterie de scène, de théâtre et d'opéra orientaliste fin 19e siècle. Et j'ai eu la chance de travailler comme conservatrice hommage pendant 3 ans et au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Et j'ai réussi à tisser des liens, à voir immédiatement des parallèles entre ces deux catégories d'objets, à savoir le métal, l'orfèvrerie et le textile. Et en fait, c'est vrai que les judaïkas, c'est souvent, je vais vous dresser toute une typologie assez détaillée de tout ce qu'on entend par judaïka, mais souvent on pense à ce que vous avez dans ces ouvrages, des grandes orfèvreries, des gros objets en métal très spectaculaires, très show-off, très colorés. Et en effet, ça peut faire tout à fait penser à mon objet d'étude, en tout cas pour ma thèse, du bijou de scène, du costume d'opéra grandiose, grandiloquent, à voir de loin. Ça, c'est un point commun, puisque le culte, la liturgie, à la synagogue, du moins, est comme un spectacle. Il faut que tout le monde puisse y assister, voir depuis les rangs les plus éloignés de la synagogue, depuis les balcons pour les femmes. Et aussi, il y a une dimension sonore qui est intéressante peut-être pour certains judaïkas, notamment les rimonimes, c'est les bâtons qu'on met sur les montants de bois de la Torah quand on la sort, et il faut que ça attire l'attention. Il y a quelque chose de spectaculaire, de performatif en fait, dans les judaïkas, qui accompagnent la liturgie, le culte et la prière, comme les bijoux de scène pour le spectacle. Donc, c'était voilà un petit aparté pour vous faire comprendre pourquoi je suis attachée à ce sujet. Et aussi la Torah, qui est peut-être l'objet... on ne dit pas que la Torah est sacrée, que le rôle de la Torah est sacré, mais c'est vraiment l'objet le plus important, central dans le judaïsme, dans une synagogue, dans une communauté. Et cette Torah va être déguisée, costumée pour les jours de fête, presque comme un acteur ou une mariée. Souvent, c'est le point commun qu'on fait. On lui met une couronne, on lui met des boucles d'oreilles, enfin, on lui met un manteau, on lui met plein de choses, comme une poupée qu'on habillerait. Et donc ça aussi, ça fait écho à mon sujet de recherche doctorale. La semaine dernière, j'évoquais, vous l'avez sur vos textes que je vous ai distribués, j'évoquais la dimension d'interdit de l'art juif qui serait écrit dans la Bible. Alors souvent, on a dit qu'il n'existait pas d'art juif, que c'était impossible qu'il y en ait un, parce que dans l'un des commandements de la Torah, il y a noté « tu ne feras point d'image ». Sculpté, c'est précisé. Alors la semaine dernière, vous pourrez le réécouter, j'évoquais l'histoire de Abraham et son père Téra. Son père était fabricant d'idoles et Abraham a un jour détruit toutes les idoles. Donc c'était vraiment... il n'aimait pas beaucoup l'art, cet homme, mais il voyait ces idoles comme... je ne sais pas si on peut utiliser le terme d'hérétique, mais quelque chose d'antimonothéiste en tout cas, puisque c'était l'adoration de la matière, l'adoration des objets sculptés, créés de main d'homme. Et donc souvent on a cru qu'il n'y avait pas d'art juif à cause de ce commandement. Et c'est faux. Il y a une quantité de création et d'artisanat et plus tard de peinture, de sculpture, d'art juif qui est impressionnant. J'évoquais également la synagogue de Doura Oropos la semaine dernière, qui est une synagogue antique, magnifique, couverte de fresques. Il y a pareil une conférence sur le YouTube du Mage que je vous encourage à voir, de Sonia Fellous, cette historienne spécialisée dans les manuscrits médiévaux juifs, qui détaille cette synagogue. On ne peut pas dire que les Juifs ne faisaient pas d'images. Dans une synagogue, ils ont couvert les murs de peintures représentant les différents épisodes de la Bible. Elle est en Syrie. Mais elle a été abîmée du coup ou pas? Alors ce qui est très impressionnant, c'est qu'elle a été préservée pendant des centaines d'années grâce à l'enfouissement dans le sable. Il y a eu une attaque de la ville par des ennemis. Je ne sais plus à quelle période, mais vraiment il y a très 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 longtemps. Et pas longtemps après sa fabrication. Et donc elle a été enfouie dans le sable exprès pour être cachée. Et c'est comme ça que les fresques ont pu être complètement préservées. Et si je ne me trompe pas, c'est en 1938 qu'elle a été redécouverte par hasard en Syrie du Sud. Et voilà, spectaculaire. Et c'est vraiment plein d'exemples de nudité. Jamais on aurait cru qu'on représente la fille de Pharaon nue dans le Nil qui attrape Moïse. Ça reste interdit. Enfin, elle n'est pas très orthodoxe, cette synagogue. Mais est-ce qu'il y avait déjà des orthodoxes? Je ne sais pas.
Mais oui, c'est une vraie question. Là, le nu dans la synagogue se présente. Il est possible d'ailleurs que ça soit Aphrodite. Et donc, il y a un syncrétisme avec les autres traditions religieuses qu'il y a autour, les Grecs, les Romains. Et bref, voilà, beaucoup d'images. Et on ne représente pas Dieu. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon récurrente. Si ce n'est, dans Doura Oropos, on a retrouvé plusieurs fois des mains qui descendaient du ciel. Et c'est une représentation de Dieu. C'est assez intéressant. Mais concluons là-dessus pour débuter notre cours d'aujourd'hui sur les Judaïka. Donc, les Judaïka, pour vous, qu'est-ce que c'est déjà ? Est-ce que vous avez un premier... J'ai pas répondu à la question tout à l'heure. Est-ce que vous avez une première idée de ce que c'est ? Moi, j'aurais dit presque l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure. Dis-moi. C'est-à-dire pas des choses énormes comme ça. Moi, spontanément, ça me fait penser plutôt à ce qu'on va acheter pour ce qu'on appelle un hidour mitzvah, quoi, pour embellir les mitzvot. Donc, je sais pas, par exemple, un joli set pour faire la Havdalah, une belle coupe de kiddush. Voilà, des choses comme ça qui vont un peu... Voilà, il y a une mitzvah qui est d'allumer une bougie pour la Havdalah avec un certain texte à réciter, etc. Il y a une mitzvah d'avoir son etrog, tout ça. Bon, on va embellir ça. On va faire que ça se restreint pas juste comme une espèce de devoir, quoi, de choses à faire, mais on va faire en sorte que c'est plaisant aussi pour l'humain, quoi, d'embellir. Exactement, c'est très joliment dit, c'est ça. C'est injecter, rajouter de la beauté au rituel, de la beauté physique, de la beauté artistique. Et oui, les judaïkas accompagnent ça, ils peuvent être modestes, ils peuvent être spectaculaires, ça dépend vraiment des pays, des traditions. Il y a plein de traditions différentes en fonction des époques, des lieux. Ouais. Et il y a les judaïkas contemporains qu'on peut acheter aujourd'hui, qu'un mécène commandé à son nom pour offrir à une communauté. Enfin, il y a plein de cas de figure différents. Ça dépend vraiment des sociétés et des époques. Donc c'est vraiment les objets, a priori, les judaïkas, les objets de culte, les objets qui vont accompagner la liturgie, le rituel, les accessoires de la religion, qui se transmettent de génération en génération quand c'est possible, malgré les exils, malgré les disparitions et autres événements que traversent les communautés juives de par le monde. Comme je l'avais déjà évoqué la semaine dernière, je suis donc historienne de l'art, et je ne suis pas bibliste ou commentatrice de texte, donc voilà, j'ai pas une connaissance de la Bible extrêmement précise. Si vous avez évidemment des ajouts à faire, des précisions, n'hésitez pas, on sera tous gagnants. Aujourd'hui, je vais vous parler des Judaïkas, qui est une dénomination assez valise en fait, pour englober beaucoup de choses, vous allez le voir. Et c'est une dénomination qui est très utilisée pour le marché de l'art en fait, parce que c'est tout simplement commode. Je vous ai emmené des catalogues de vente. C'est commode de mettre dans le même sac les Judaïkas. On va décortiquer ensemble l'étymologie. Et pour le marché de l'art et le collectionnisme, il y a eu au XIXe siècle, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, tout un collectionnisme des Judaïkas en Europe et en France notamment. Et ça continue aujourd'hui. Donc pour décortiquer notre mot judaïka, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réfléchir à ça. Il y a un préfixe jude, alors judaïsme, judée, juda, juif. Toutes ces questions relatives à la religion en fait, tout simplement. Et aïka, le suffixe qu'on va retrouver dans pas mal de mots en fait, comme militaria par exemple. Les militaria, c'est pareil, un mot valise qui va être beaucoup utilisé sur le marché de l'art, dans les ventes aux enchères, pour parler de tout ce qui a un rapport avec le militaire. Des casques romains, les militaria, ça peut être les tenues des poilus de 14-18 pendant la Première Guerre mondiale. Bref, militaria. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle les éphéméras. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les collections d'écrits et d'imprimés qui ont une utilisation courte, sans souci d'être conservés au moment de leur fabrication, comme les affiches ou les billets. Donc dans les ventes aux enchères, parmi les nombreuses ventes de manuscrits ou d'archives papier, vous savez, des éphéméras, c'est vraiment ça, une utilisation courte et représentative en fait d'un moment, d'une société. Et les judaïkas, c'est donc les objets des juifs. Et dedans, on va trouver plein de choses différentes, plus ou moins cohérentes. Et j'ai même découvert qu'il y avait une catégorie qui s'appelait Israeliana dans le
dans le marché de l'art, notamment en Israël. C'est tout ce qui a un rapport avec Sion, avec le sionisme, avec la création de l'État d'Israël, les pionniers. Donc souvent, c'est des ventes de Judaïka et Israeliana. Dans la Torah, si on veut revenir un petit peu au texte, je vous ai distribué les textes de la semaine dernière, vous allez voir que certains textes sont extraits du livre de l'Exode, et en particulier des derniers chapitres du livre de l'Exode, qui mentionnent le moment où les Hébreux vont donc quitter le désert et entrer en terre d'Israël. Et le premier grand prêtre du temple de Jérusalem qui va être construit, le premier grand prêtre va être Aaron. Et il va être le patron, le chef des Kohanim qui vont servir au temple. Ils vont être accompagnés des Lévis également. Et dans la Bible, c'est très précis. Il y a vraiment le détail de tous les accessoires, de comment le temple doit être fabriqué, énormément de mentions de dimensions, de matériaux, d'artisanat. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que l'art est au sein même de la Torah, dès les premiers livres, dès les premières pages. Et donc on a des mentions très précises de pierres précieuses à utiliser pour le Rochen, le pectoral du grand prêtre, le Rochen Amishpat. Vous savez, c'est cette plaque que portait le grand prêtre avec des cordons. Tout est extrêmement bien détaillé dans la Bible, à 2 reprises d'ailleurs, avec les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. C'est pas des pierres précieuses choisies au hasard, elles ont une signification chacune. Il y a plein d'éléments comme ça très précis sur sa coiffe au grand prêtre avec une inscription spécifique, sur la longueur de sa toge. Et donc l'art est vraiment au cœur de la Bible, dans toute cette explication. Et on va trouver également des judaïkas. Alors est-ce que le Rochen, on peut le comprendre à l'intérieur, je pense. On peut parler de la Ménorah du grand temple aussi, que je vous ai mis la mention, le détail de cette Ménorah qui doit avoir un certain poids en or, être faite d'or. Ces godets ont la forme de fleurs d'amandier ou de fleurs une espèce très particulière. Enfin, tout est très bien expliqué et très précis. Et donc voilà, on a l'apparition des premiers judaïkas, les premiers accessoires du culte juif pour le premier temple dans la Bible, dans le livre de l'Exode. Parmi les judaïkas, si on sort de la Bible maintenant, j'ai essayé de faire une liste qui est sûrement pas exhaustive, mais qui est déjà assez longue. Alors je ne vais pas vous embêter avec une liste de courses, mais on va essayer un petit peu de détailler les plus importants peut-être, en commençant peut-être par l'architecture synagogale, qui est une sorte d'extension du temple en diaspora ou en dehors de Jérusalem. L'architecture synagogale qu'on va retrouver dans les contextes archéologiques ou plus modernes pour les bâtiments en Europe, par exemple 18e, 19e siècle, 20e siècle. Et vous n'avez pas forcément de judaïka qui sont retrouvés, d'artefacts, d'objets qui sont retrouvés en contexte archéologique, mais qui ont été conservés par les communautés, éventuellement légués à des musées. Pour meubler ces synagogues, dans la période moderne, on va dire, que ça soit en terre ashkénaze ou en terre séfarade ou mizrahi. Mizrahi, c'est plutôt l'Est, c'est pas l'Afrique du Nord comme les séfarades, mais ça va être après, tout ce qui est Inde, tout ce qui est Égypte, tout ce qui est Afghanistan, je crois que la Géorgie rentre dedans. Non, pas la Géorgie. Si, je crois la Géorgie, c'est assez surprenant. Il y a plusieurs pays comme ça qui sont considérés comme Mizrahim, à l'Est, autour d'Israël. Et donc on va retrouver un mobilier rituel qui peut être considéré comme judaïka. Alors je pense à l'Arche Sainte, par exemple, qui commence à apparaître seulement à partir du 8e siècle après de notre ère. L'Arche Sainte, c'est Aaron à Kodesh, c'est une sorte de placard. Il va y avoir plein de formes différentes. Ça peut être un meuble indépendant en bois, ça peut être une niche dans le mur avec des volets, mais c'est pour abriter les rouleaux de la Torah, donc l'élément le plus saint de la synagogue, et ses artefacts, enfin ses ornements. Quand tu dis que ça a apparu au 8e siècle, ça veut dire qu'avant, comment ils faisaient ? Il n'y a pas d'Aaron ? Je ne sais pas comment ils faisaient avant. Je sais pas. Pas de traces, en tout cas. Non, ils les avaient dans la synagogue certainement, mais pas dans une arche. Je tiens cette information de Sonia Fellous, qui en parlait justement pour la synagogue de Doura Oropos. Voilà. Auparavant, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ce meuble s'est développé au fur et à mesure. Et évidemment, en fonction des époques, des styles de meubles, c'est très divers. Et par exemple, si vous allez au MAJ, au musée juif de Paris, vous allez voir une magnifique arche sainte en bois,
de Modène, italienne, peinte, qui est vraiment très belle. Et quand on ouvre les portes, on a une sorte de pupitre qu'on peut installer pour lire la Torah. Ça, c'est vraiment un objet de collection 19e siècle, de la collection Strauss, dont je vais vous parler tout à l'heure. Cette arche sainte, elle ressemble à une grande armoire colorée, et elle est en bois sombre, et elle est typique des meubles, comme un vaisselier en fait. Elle ressemble beaucoup à un gros meuble de vaisselle, mais opaque, plus fermé. Très 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 beau, si vous regardez de près. Je suis sûre qu'il est reproduit dans un des livres, je vous montrerai après. Autre élément du mobilier synagogal, la bima. La bima, c'est le pupitre de l'officiant qui se situe en face de l'Aaron HaKodesh. L'Aaron HaKodesh est orienté vers Jérusalem. C'est la partie la plus à l'est de la synagogue. On a d'autres éléments, comme de façon exceptionnelle la choupa pour les mariages, cette structure le dénuptial. Est-ce qu'on peut dire que c'est un judaïka ou pas? En tout cas, c'est un élément du mobilier synagogal pour le culte. Il y a les fauteuils de circoncision, qui sont des meubles intéressants, reconnaissables grâce à leurs inscriptions. On appelle ça aussi les fauteuils d'Élie. Donc il y en a un, en général, c'est une chaise qui reste vide à côté du parrain qui va porter le bébé à circoncire sur ses genoux. Il y a la chaise vide à côté parce que le prophète Élie assiste à toutes les circoncisions. Il est là pour veiller à ce que ça se déroule bien. Et au mage aussi, je vous parlerai beaucoup du mage parce que je connais bien leur collection, mais vous avez un beau fauteuil qui appartenait au grand rabbin Zadok Khan à la fin du 19e siècle, à l'époque de l'affaire Dreyfus. Et c'est un très beau fauteuil qui a sûrement été restauré de façon plus moderne, avec un velours rouge, il est tout doré. C'est un style très baroque, vous savez, très flamboyant, très spectaculaire, mais qui fait honneur justement à cette place particulière, à ce moment particulier de la circoncision. Je vous ai parlé... Est-ce que la mezouza, on peut l'inclure dans le mobilier? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est à la fois mobilier ou orfèvrerie. C'est un élément qu'on va placer sur les portes, plus ou moins discret, plus ou moins enjolivé, qui contient donc un extrait de la Torah pour protéger les portes et les passages, les entrées des maisons et des lieux de vie des Juifs. Au niveau de l'orfèvrerie, il y a énormément de choses différentes. Donc prenons, comme on l'a dit, la Torah. La Torah, elle va être ornée. Sur ses côtés, par définition, la Torah a 2 Etz Chaim, les arbres de vie. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est les montants en bois de part et d'autre, avec un parchemin, une peau animale qui va être enroulée autour, et on l'ouvre en 2. Au Maj, il y a une belle et ancienne Torah qui est conservée vraiment, c'est le premier objet qu'on voit quand on rentre dans les collections du parcours permanent historique, sur peau de gazelle, avec une écriture séfarade. Il me semble que c'est marocain, mais j'en suis pas certaine. C'est sur peau de gazelle en tout cas. Et voilà, vous avez une Torah assez sobre. Et il faut imaginer qu'après, elle va être complètement enjolivée. Je vous parlais tout à l'heure d'un objet qui est assez peu utilisé, mais qui l'est quand même beaucoup en Europe de l'Est. C'est la Keter Torah, la couronne de la Torah. Et elle est fixée, en général, elle a deux trous en dessous. Et quand on ferme la Torah, on a donc les 2 montants et on fixe la couronne à l'intérieur, comme un Lego. Et cette couronne est donc avec des inscriptions. En général, elle est donnée par un mécène à la communauté, une famille, pour un événement commémoratif. Il y a souvent des inscriptions dessus. Je vous conseille d'aller regarder celle en particulier de Galicie, qui est une partie de l'Europe de l'Est, du côté de la Pologne. Et c'est particulièrement magnifique ce qu'ils ont comme Keter Torah. En général, il y a des animaux, parce que vous le savez peut-être, mais dans les pays d'Allemagne, de Pologne, il y a certains noms, comme Hirsch, comme Stern, qui ont des significations. Le cerf, l'ours, le loup. Et donc, c'est la signification de leur nom de famille. Et sur les Keter Torah qu'ils vont offrir, ils vont mettre leur animal emblème. Donc, c'est assez génial. On peut retrouver une petite ronde, je sais pas, de loups et d'ours ensemble. Et c'est 2 familles qui sont mariées ensemble, qui offrent la couronne. Il y a quelque chose de très... Là, vous avez pour un lion, par exemple, sur la couverture de ce livre des Judaïka de Rome. Voilà, le lion, c'est Judas, mais c'est une Keter Torah.
Et je pense que ce lion, il maintient la couronne. Il y a beaucoup d'animaux qu'on retrouve dans ces judaïkas. Au-delà de la Keter Torah, il y a les rimonymes. Les rimonymes, ça veut dire littéralement les grenades. Et on peut appeler ça aussi les tapurim, les pommes. Et en fait, c'est dans le monde ashkénaze et séfarade, ils n'ont pas la même forme dans les deux univers, voire trois avec les mizrachim. Mais le point commun, c'est qu'ils sont en général ronds, avec une tige, et on les implante sur les Etzraim, de la même façon que la Keter Torah. Et en général, ils ont des grelots ou des petites pièces métalliques qui font du bruit. Et c'est pour attirer l'attention. Et voilà, c'est un ornement qui est assez répandu. Et en général, on garde dans l'Aaron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, la Torah avec ses rimonymes, avec son manteau. Ça, c'est dans la partie textile. Et éventuellement sa Keter Torah. On ne va pas toucher la Torah puisqu'elle est trop précieuse. Il ne faut surtout pas qu'une lettre, vous le savez, soit déformée, sinon la Torah n'est plus cachère, n'est plus utilisable. Il faut l'enterrer dans une guéniza. Et donc on va utiliser souvent pour lire la Torah un yad, une main de lecture, qui est donc ce stylet assez long avec un doigt pointé. Parfois il y a une petite bague avec une pierre précieuse. Ça arrive, c'est très mignon quand ça arrive. Et on utilise donc un yad, et c'est un judaïka. Ça peut être en argent, ça peut être en métal, ça dépend vraiment. Vous avez évidemment le chandelier qui fait référence au chandelier du temple. On va en retrouver en décoration dans la synagogue. Ça peut être en symétrique, on peut en avoir deux, on peut en avoir un grand au milieu. Je pense par exemple à la synagogue de Versailles, dont je suis assez familière. Il y a une grande menorah au centre. Si on pense par exemple à la synagogue de Buffo, dans le 9e arrondissement près de Drouot, il y en a deux. Enfin, ça dépend vraiment des endroits. Et donc, c'est en souvenir de celle du temple qui a été volée par les Romains lors du pillage du deuxième temple. Elle a 7 branches, mais dans le cas d'une Hanoukia, on a 8 godets, enfin 8 branches, et un shamash, qui veut dire serviteur, qui permet d'allumer les autres. Donc, il y a cette distinction à faire entre la menorah et la Hanoukia. En fonction des aires géographiques, évidemment, elles ont des formes très différentes. Pour les Hanoukia séfarades, par exemple marocaines, algériennes, tunisiennes, on a un corps qui est beaucoup plus... On n'est pas sur une forme de chandelier, on est sur une forme beaucoup plus massive. Comme on a la table avec les godets, hop, il y en a 8. Souvent au milieu, on a le shamash, et ça peut être cette forme. Après, ça peut être aussi avec ça... Enfin, on a des formes assez différentes. Souvent, il y a des oiseaux, et ça peut être des coqs pour évoquer le matin. Enfin, il y a toute une symbolique aussi des animaux utilisés en Afrique du Nord qui est très intéressante. Ça, c'est les lampes. Je pense aussi pour les lampes au ner tamid, ça veut dire lumière éternelle. C'est les lampes de commémoration. En Afrique du Nord, c'est des godets en verre qui vont être suspendus à des chaînes particulières au plafond, et c'est des verres qu'on allume en mémoire des disparus. Aujourd'hui, vous savez, il y a ces plateaux, ces grands tableaux allumés avec des loupiottes électriques, c'est pas pareil, mais il faut qu'elles marchent, sinon c'est dommage. Et c'est aussi des ner tamid, c'est aussi considéré comme des judaïkas a priori, mais contemporains. Autre élément d'ornement de notre Torah, qui peut être conservé aussi dans l'Aaron HaKodesh, c'est le tas. Le tas, c'est une plaque, ça veut dire bouclier. C'est une sorte de grosse plaque avec une chaîne comme un collier qu'on met à la Torah, par-dessus sa couronne, par-dessus ses rimonymes, et qui indique différentes choses. Ça peut être par exemple la fête en cours. Pour Shabbat, on va lui mettre un tas avec marqué Shabbat. Ça peut être pour Purim, ça peut être pour plein de fêtes différentes. Ça peut être avec une dédicace de la personne qui a offert. Et aux mages, ils ont un tas qui est assez amusant, puisque c'est une petite roue. Ça permet de faire des économies. Donc on tourne la roue en fonction de la fête, et voilà. C'est plutôt pratique. Ça peut être très beau, ça peut être en argent, ça peut être en vermeil, ça peut être dans différents matériaux. Je pense aussi au verre de kidouche, par exemple, qui est plus ou moins orné, plus ou moins luxueux. C'est un objet, on va dire, quotidien, puisqu'il est utilisé toutes les semaines pour le Shabbat. J'imagine qu'il y a des kidouches pour les Shabbats de fête. Ça dépend vraiment des gens, des usages. Ça fait partie des judaïkas. Il y a les accessoires du Moël. Tout à l'heure, on parlait du fauteuil d'Élie pour les circoncisions. Eh bien, le Moël, c'est donc le médecin chargé d'effectuer la circoncision.
Il a tout un attirail d'accessoires plus ou moins terrifiants, et notamment des couteaux, des lames, avec souvent des inscriptions prophylactiques de bon augure, de formules de protection pour le nouveau-né. Et c'est des colliers, des couteaux qui vont être plus ou moins ornés. Donc voilà, ça fait partie aussi de ce qu'on peut trouver dans les judaïkas. Il y a beaucoup de choses différentes, les plateaux de seder, vous savez, les kélis, ces petits brocs pour se laver les mains pour la prière de Netilat, ça peut être en argent. Il y a les boîtes à étrog pour contenir une étrog pour la fête de Sukkot. Il y a les boîtes à tzedaka, les troncs pour les pauvres, qui peuvent être plus ou moins ornés. Ou encore, quelque chose que j'aime beaucoup, dans l'orfèvrerie, les bijoux juifs. Il y a plusieurs catégories de bijoux juifs. Il y en a un qui est très peu connu, que j'aimerais bien travailler plus en détail. Je vois ça de temps en temps à Kippour. C'est une double épingle qui permet de retenir le talit. Pardon pour le micro. Qui permet de retenir le talit. Et ça, c'est un bijou de cérémonie, un petit peu que vont porter certains hommes, d'après ce que j'ai pu observer, qui est souvent en argent. Ça va être offert en même temps que le talit pour la bar mitzvah, par exemple, ou pour le mariage au jeune époux. Vous avez également un sujet qui m'a particulièrement intéressée ces derniers mois, c'est les bagues de mariage juifs ashkénazes en forme de petites maisons. Alors c'est magnifique, on va revoir ça tout à l'heure dans la collection Strauss notamment. C'est surtout en Italie qu'on va en trouver, mais aussi il y en a qui sont conservées en Russie, il y en a qui sont conservées à New York ou à Londres. C'est des bagues a priori du XVIIIe siècle et des bagues médiévales qui ont un petit édifice dessus en forme de maison, qui incarnerait le temple disparu, détruit, mais aussi le foyer à bâtir pour le nouveau couple. J'ai fait, si ça vous intéresse, un podcast d'une grosse demi-heure, il me semble, dans un podcast qui s'appelle Bagues à part. Et voilà, j'explique un petit peu tout l'historique de ces bagues très particulières en fonction des époques et des lieux. Donc ça fait partie des judaïkas. C'est une bague spectaculaire qu'on va utiliser uniquement le jour du mariage pour que tout le monde la voie, pour la présenter à l'assemblée, mais certainement pas pour faire sa vie au quotidien, c'est trop gros. C'est vraiment une bague de cérémonie. Et c'est que en monde ashkénaze ? On va le retrouver, si on considère que l'Italie fait partie du monde ashkénaze, oui. Au Maghreb, Et au Maghreb, on a retrouvé, pas en forme de maison, mais on a retrouvé des mazal tov sur certaines bagues, donc on imagine que c'est pour un mariage, mais c'est pas des bagues du même ordre. Sur ces petites maisons, souvent, il y a marqué MT, Mazal Tov, c'est les inscriptions qu'on retrouve, mais pas en monde séfarade. Parmi les bijoux, pour terminer, je pense également aux amulettes et aux bijoux de protection qui sont très très abondants dans l'univers juif, de façon générale, en particulier en Afrique du Nord. Vous avez beaucoup de bijoux kabbalistiques, de protection, avec différents matériaux. Beaucoup sont en métal, en argent, en or, avec des pierres précieuses ou non, avec du cuir, ça peut être avec différentes choses, pour accompagner une femme enceinte, pour accompagner quelqu'un de malade, pour accompagner quelqu'un qui va mourir, un nourrisson, avant sa circoncision. Il y a plein de choses comme ça. Et ça me vient à l'esprit des couteaux aussi, ça c'est une tradition qu'on retrouve à certains endroits, des couteaux qu'on va mettre pendant la semaine avant la circoncision sous l'oreiller du nouveau-né, avec une inscription très particulière pour éloigner Lilith, qui serait dans des traditions kabbalistiques parallèles de la Bible officielle, la première femme d'Adam, la tentatrice, le serpent, qui aurait tenté Ève et qui chercherait justement à tuer les nouveau-nés, à embêter les femmes enceintes et les nouvelles mères. Et donc, pour faire fuir Lilith, en général, il y a marqué « Oust Lilith »,« Dégage Lilith » sur le couteau qu'on met sous l'oreiller du nourrisson ou à côté du lit de la mère qui vient d'accoucher. Ça, c'est une pratique assez courante. Au niveau des textiles judaïkas qu'on peut retrouver, alors le premier peut-être, on peut dire que c'est un judaïka, je ne sais pas, c'est la kippa. La kippa, donc pour les hommes, dans d'autres traditions, c'est aussi pour la femme, ça dépend vraiment. La kippa, le talit, les téphilines, qui sont avec du cuir et des parchemins, les tzitzit, qui accompagnent le châle de prière talit,
le manteau de la Torah, qui va être avec des inscriptions et des ornements différents en fonction des pays, souvent avec du fil d'or, très richement orné. Il peut être réalisé avec des rideaux, de façon assez modeste, avec des rideaux. On a retrouvé ça dans le monde ashkénaze notamment. Ça me fait penser justement aux rideaux d'Arche Sainte. Souvent, ça dépend encore des sociétés, mais on a le meuble Aaron HaKodesh, et devant, il y a un rideau. Et à chaque fois, il y a des inscriptions différentes. On a les costumes traditionnels. Certains d'entre eux, on peut les considérer peut-être comme judaïka, puisqu'ils sont vraiment l'ADN juif de la région. Je pense notamment à une robe sur laquelle je travaille beaucoup, qui s'appelle la Kswa El Kbira, en arabe. C'est la grande robe de cérémonie, la grande robe de mariage juive marocaine, qui est une robe très particulière, qui a une forme vraiment trapézoïdale de grandes poupées rigides. Et je suis en train de faire un article là-dessus qui m'amuse beaucoup. Et c'est vraiment une robe comme ça. Et de toute façon, la femme marocaine, algérienne, tunisienne, c'est un gâteau posé sur un plateau, servi à son mari, avec ses frères qui l'emmènent gentiment. Et donc voilà, la Kswa El Kbira, c'est uniquement dans la Comment tu prononces? Keswa, K-E-S-W-A-L, Kbira. Kbira, c'est grand. K-B-I-R-A. Et ce qui est particulier avec cette robe, surtout, c'est comme ça qu'on la reconnaît, elle a cette forme rigide, mais elle a des ornements brodés au fil d'or, comme ça. Hop, hop, vous avez sûrement déjà vu. Ça, c'est la robe de mariage juive marocaine par excellence, des villes, pas des campagnes, pas chez les Berbères. C'est vraiment dans les grandes villes comme Rabat, Tanger, Tétouan, Fès. Elle a ça qui est donc une symbolique du cercle, du renouveau, de la maternité, la fécondité. Enfin, je vous enverrai mon article si vous voulez. Et il y a plein de choses qui ont été écrites dessus. Et un plastron brodé avec, pareil, des oiseaux pour la fidélité, toute une symbolique très intéressante. J'en parlerai certainement en détail, d'ailleurs, la semaine prochaine sur le cours par rapport à l'artisanat séfarade. Donc la Kswa El Kbira peut être considérée comme un judaïka également. Le coussin de circoncision, par exemple, qui est souvent, pareil, couvert de bons préceptes, de bons augures pour le nourrisson qui va se faire opérer. Je pense aussi dans le monde séfarade à quelque chose qui est moins connu, mais le costume d'enterrement. En fait, on est censé être enterré nu dans la terre en tant que juif. Mais c'est le cas pour Israël, quand on est en terre d'Israël. Sinon, les juifs vont être enterrés dans des cercueils et parfois dans des costumes. Et c'est le cas en Alsace, en Allemagne, dans certains pays d'Europe centrale et de l'Est. Et ce costume est assez particulier. C'est en général une longue robe blanche, je crois aussi pour les hommes. Pour les hommes, un talit katan, un petit talit, mais qui est rayé de noir et blanc, très particulier, et un bonnet. Et vous en avez des exemplaires exposés au Mage. Quand j'y étais, on avait refait une vitrine qu'on a appelée les temps de la vie, du berceau à la tombe. C'est une vitrine qui est très chouette. Si vous avez l'occasion d'aller au musée, c'est Journée du patrimoine ce week-end, donc vous n'avez pas le choix. Vous devez y aller. Il y aura peut-être trop de monde, il faut aller un autre jour. Mais zut. Cette vitrine est assez chouette parce qu'on l'a pensée comme un grand... Il n'y a pas d'autre stylo. Bon, vous devinez, mais... Voilà, c'est une vitrine comme ça. On commence, puisqu'on écrit de droite à gauche. On commence comme ça et on finit comme ça. Là, vous avez le costume mortuaire qu'on a mis. On a mis le petit tablier. Là, on a mis tous les éléments de circoncision. Il y a un petit bonnet, il y a une gravure. La bar mitzvah, parce que dans les textiles rituels, vous avez aussi je vous ai parlé des talit téphilines, mais il y a aussi le sac à téphilines, qui est en Afrique du Nord notamment très particulier. C'est une sorte de petite pochette un petit peu ronde, qui est brodée au nom de l'enfant qui devient homme. Et donc, on a fait tout un petit accrochage par rapport à ça sur la bar mitzvah. On a mis aussi un certificat de bat mitzvah qui a été fait à la synagogue Notre-Dame de Nazareth, moitié 19e siècle, milieu du 19e siècle, donc c'est incroyable. Donc on a fait un petit truc sur la bar mitzvah, le mariage, summum de notre vie. Voilà, avec une très belle gravure et je crois la mort. On est allé assez vite. Mais le mur d'en face, il y a les ketubot, donc les contrats de mariage qui sont dans les judaïka papier, et le get, qui est la possibilité pour les juifs de divorcer.
ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller dans cette salle, maintenant vous avez compris comment elle fonctionne. Et voilà, il y a les différents judaïkas qui sont présentés. Et donc, je vous ai amené à ça parce qu'il y a un exemplaire de costume mortuaire alsacien ashkénaze, qui est assez surprenant. Au niveau des papiers, des documents judaïkas, il y en a beaucoup. La Torah est peut-être le principal, le premier. Tout ce qui est séphiroth, kabbalistique, représentation d'amulettes sur parchemin, tout ça aussi c'est considéré comme judaïka. Les Megillah d'Esther, plus ou moins. Souvent c'est des objets d'art en fait. Souvent c'est des orfèvreries, les Megillot. Très souvent c'est pas comme la Torah de mon temps, c'est un seul. Vous en avez sûrement vu au fait. J'adore regarder dans la salle, souvent les hommes l'emmènent pour l'occasion et c'est un ancien qui a été transmis de génération en génération. C'est un montant avec un petit étui et on déroule, et ça peut se rétro-pédaler dedans. Et souvent c'est très orné. Donc ça c'est la Megillat Esther. En autres documents d'archives, vous en avez énormément. Vous avez les ketubot, les contrats de mariage, qui sont plus ou moins somptueusement ornés. Aujourd'hui, c'est imprimé, c'est dommage, mais il y a toujours des artisans qui continuent à en faire des artisanales, peintes, dessinées. Je trouve que c'est très important de les faire travailler et d'avoir un beau contrat si on se marie. Je trouve que c'est très important. Parce que c'est quelque chose qui est transmis, qui permet aussi plus tard de faire son alias si on a des générations suivantes qui veulent. C'est un document important. La brioute. Merci. Et le Mizrach, ça veut dire l'Est en hébreu. C'est une sorte de panneau qui indique l'Est, qu'on peut mettre dans les synagogues. Ça arrive souvent en Afrique du Nord. C'est des papiers découpés. C'est très joli ça. On en expose un hommage, je crois, avec un fond métallique par exemple. Donc c'est un style d'art très particulier que je ne sais pas s'ils le font dans d'autres traditions, mais les Juifs d'Afrique du Nord le font. Pour indiquer l'Est, vous avez les Yartzei Zikaron. Ça, c'est typique du monde ashkénaze. C'est une sorte au 19e siècle, il y en a beaucoup, de gravures, donc d'imprimés, reproductibles en plusieurs exemplaires. Ça ressemble à un diplôme. Quand une personne est morte, à pré-remplir, qui est pré-rempli, il faut indiquer le nom et la date. C'est une sorte de panneau commémoratif du décès de quelqu'un, avec pré-rempli les différentes dates anniversaires hébraïques des années à venir. Voilà. Donc ça, c'est un judaïka aussi. Souvent, c'est très spectaculaire. Il y a Jérusalem qui est représentée. Voilà. Et je pensais à autre chose pour les documents judaïka. Les contrats de guette. Je ne sais plus, ça va me revenir. Je pensais à quelque chose. Ça, c'est pas du document papier, mais c'est des pierres tombales. C'est des précieux outils pour étudier les communautés juives partout dans le monde, les pierres tombales. Il y a toutes les inscriptions sur qui était la personne, d'où elle vient, de quelle famille elle vient. Après, toutes les brachot, Birkat Habayit, tout ça. Voilà, tout ça. Tous les documents en hébreu, religieux ou pas religieux. Ça peut être considéré comme judaïka. Et c'est infini. Je suis désolée, cette liste est très longue. Mais après, il y a ce qu'on peut considérer comme art, des peintures. Alors, des sculptures, ça peut être des gravures, ça peut être plein de choses différentes, d'artistes juifs, d'artistes non juifs qui vont travailler sur des thématiques juives. Je pense par exemple à Garouste, Gérard Garouste, qui est un peintre contemporain qui n'est pas juif. Oui, je crois qu'il s'est converti, mais son père était très antisémite et avait la nostalgie du temps de Pétain, et je pense que ça l'a incité à aller dans l'autre sens. Et donc voilà, on peut penser à des artistes non juifs. Ah, et les Agadot aussi. Il a fait la... Non, je vous ai dans le document, il y a les Ah oui, j'ai dit les Megillot, mais pas les Agadot. Oui, tout à fait, oui. Parce que j'ai eu de Garouste, alors ça m'a fait penser. Complètement. Voilà, Garouste en a fait. Ah oui. Super, c'est bien. Johannes Farr, il en a fait une, non? Ouais, je pense. Oui, il faut avoir tout. Tout ce qui est calligraphique. Et après, au niveau des objets historiques, j'en ai recensé plusieurs qui me venaient à l'esprit. Est-ce qu'on peut, c'est une discussion ouverte, hein, est-ce qu'on peut les considérer comme judaïka ou pas? À mon avis, il les mettrait volontiers dans des ventes judaïka pour les écouler avec les sujets juifs. Je pense par exemple aux étoiles jaunes de la Shoah. Ça peut être considéré comme judaïka.
Je pense Bon, a priori, il n'y a aucune raison que ça se retrouve dans une vente aux enchères, mais les graffitis sur les murs de Drancy ou des camps, par exemple, certains, ils représentent des scènes de Shabbat, certains représentent un homme avec une kippa. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des judaïkas? Je sais pas. Et donc en fait, il n'y a pas une définition stricte sur le fait que ça doit être religieux. Moi, je pensais que c'était vraiment des ustensiles religieux. Bah, La mezouza. c'est l'idée qu'on a, mais en fait, ça peut être étendu. En fait, c'est tout ce qui est vendu dans une vente d'art où les juifs vont. Mais c'est à questionner. C'est à questionner. Il n'y a pas une définition précise en fait. Il n'y a pas de définition précise. Souvent, on a tendance à dire que les judaïkas, en effet, c'est les objets de culte juif. Mais spirituel quand même. Avec une dimension spirituelle, avec le mobilier par exemple, avec les outils du culte. Mais les documents, est-ce qu'on peut considérer que c'est des judaïkas? La question est ouverte. Est-ce qu'on connaît un peu les artisans, par exemple les joailliers ou c'est toujours des hommes par exemple? Alors pour les joailliers, les bijoutiers, ça dépend. Mais souvent, oui, c'est des hommes. Les tailleurs aussi, c'était des hommes, beaucoup. Certains corps de métier comme la broderie ou quoi que ça dépend. Ça dépend vraiment. Souvent, c'est des hommes. Mais je pense que certaines choses, c'est des femmes qui les font. Tu penses à des métiers d'artisanat? Je pensais plutôt à des objets justement religieux, comme ça, qui ont un... Est-ce que c'est fait par des hommes ou des femmes? Ouais, je pense que c'est fait par des hommes. Ah oui, je pense que c'est fait par des hommes parce que vous savez bien qu'il y a plein de règles de mikvé, de pureté, d'impureté pour les femmes. Une femme ne peut pas écrire une Torah. Oui, non, mais pour la Torah, j'entends bien. Mais par exemple, quand c'est juste... Quand c'est pas quelque chose qui est soumis, par exemple, à des exigences à l'Afrique, comme tu disais, je crois pas, non, le manteau ou... les manteaux, c'est sûrement des femmes. Ou des choses comme ça. Oui, alors, je vais pas bien écrire, mais disons, quand c'est embellir justement l'objet sacré lui-même, alors peut-être ça peut être des femmes. Oui, ça peut. Ça peut. J'ai pas d'exemple. Souvent, c'est des hommes. Et c'est signé par... Non, c'est très rare. C'est extrêmement rare qu'il y ait des signatures sur les judaïkas. Oui, c'est très rare. On ne sait même pas de quelle boutique ça vient. Je vous ai dit moi, j'ai travaillé sur les bijoutiers de Seine au 19e siècle, dans le Marais, par exemple. Ils ne signent pas leurs bijoux de Seine, ça c'est sûr. C'est parce que j'ai retrouvé des factures, je sais que ça vient de tel marchand. Je pense que si on fait pareil pour les judaïkas, on peut retrouver de quel marchand ça vient. Mais ils ne signaient pas, non. Ils devaient se dire entre eux, je l'ai acheté chez machin, vas-y, il fait des super trucs, pas cher. Et des femmes, j'en suis pas, bien sûr. Moi, j'ai que des exemples d'hommes pour l'orfèvrerie religieuse au 19e siècle. Et souvent, les juifs faisaient aussi du chrétien, évidemment. Donc il y a aussi cette concurrence, notamment au 19e siècle, entre qui fait les plus beaux objets de culte, et les juifs cherchent à s'assimiler au maximum dans les pays où ils sont, pour montrer qu'ils sont vraiment français. Et donc il y a une sorte de concurrence entre les deux. Et là, ce phénomène que tu dis d'assimilation, on retrouve tout le temps. Enfin, on voit qu'une synagogue, on voit une synagogue en France, on voit l'influence du christianisme, on voit une synagogue en Tunisie, on voit, voilà. Et ça, on retrouve ce phénomène partout, tout le temps, d'incorporation de la culture locale, quoi. Il n'y a pas des contre-exemples. Par exemple, en Inde, est-ce qu'ils ont mimé un peu oui. En Chine aussi. Oui. Ouais, en Chine. Dans la première salle hommage, à côté de la Torah en peau de gazelle, vous avez des rimonimes en forme de pagode chinoise qui étaient utilisées à Shanghai par la communauté de Shanghai au 19e siècle. Parce que les rimonimes, ça peut être en forme de, comme je vous l'ai dit, de fruits, mais ça peut être souvent c'est en forme d'architecture aussi, puisque c'est comme des tours, migdal. Et c'est le cas aussi je l'ai pas cité dans la partie orfèvrerie, les boîtes à bessamim, les boîtes à épices pour la Havdalah. Chez les Ashkénazes, c'est très souvent des architectures, des petits châteaux, des petites tours. Et là, c'est vraiment, on dirait un château gothique. C'est presque s'il n'y a pas la croix en haut, presque. Ils mettent un drapeau, mais... Après, ce que tu dis, la seule, c'est le sionisme. C'est le sionisme. C'est la création d'une nouvelle identité inspirée de la Bible. Beaucoup d'orientalisme occidental. C'est des Occidentaux qui sont venus apporter ce qu'ils connaissaient, par exemple des Viennois, des Berlinois. Et en fait, ils ont créé un style, mais qui est plein de cultures différentes, plein d'identités différentes. Donc voilà.
On parlait de la définition de judaïka, donc elle n'est pas très claire. C'est un grand fourre-tout. Je peux éventuellement vous citer certaines maisons de vente aux enchères qui vendent des judaïkas que je n'ai pas dit tout à l'heure. Il y a Kedem à Jérusalem, qui est importante, Kestenbaum et compagnie à New York, Adair Nordman à Paris, Christie's Sotheby's. Ils en ont régulièrement. Comment ils les ont? Ça, c'est une vraie question. Comment on se retrouve avec des judaïkas dans des ventes aux enchères ou des... Ça peut être souvent, ça peut être, dans le meilleur des cas, ça dépend, des ventes de succession. Vous avez entendu récemment, il y a eu un petit scandale. Il y avait une agence immobilière qui a publié une annonce de vente d'un manoir en Amérique latine. Je ne sais plus si c'était en Colombie ou je ne sais plus où. Et il y avait la photo du salon meublé, en Louis XV, magnifique, avec un tableau. Et c'est un tableau spolié, en Europe pendant la Shoah. Ils ont eu la bêtise de le laisser en déco. Et donc, la commission de restitution des biens spoliés pendant la guerre, qui travaille depuis Paris, a identifié, je crois que c'était des Hollandais qui ont identifié d'ailleurs, puis ils ont tout un réseau à l'étranger, et ils ont réussi à lancer toute une procédure pour récupérer ce tableau, qui appartenait à une famille juive qui avait été spoliée pendant la Shoah. Et donc, ça peut arriver, mais ils font super attention. C'était le cas peut-être dans les ventes des décennies avant, mais maintenant plus tellement. Ils font très attention aux origines des objets. Et il y avait énormément d'objets spoliés pendant une période que les gens écoulaient. Beaucoup d'orfèvrerie, beaucoup de tableaux, de peintures, tous ces grands maîtres Chagall, Soutine, Modigliani, qui étaient des artistes juifs qui ont été considérés comme dégénérés par les nazis et qui ont été collectionnés aussi par eux et qui réapparaissent comme ça sur le marché de l'art. Donc les travails et les recherches de provenance sont super importants. Et pour un verre de kidouche, pour une assiette un plat de seder, tout ça, c'est plus difficile. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des origines douteuses comme ça, sur les brocantes, les marchés aux puces aussi, tellement. Ma tante a surpris une discussion dans un train il y a un mois, où justement c'était deux employés de maison de vente qui discutaient de mettre sous le tapis justement des origines douteuses. Et donc elle a surpris la discussion et elle leur a dit bon, vous n'avez pas honte, etc. Mais je sais pas c'était quelle, c'est bien, elle leur a dit. Quelle maison de vente, mais voilà, c'est des pratiques qui existent encore manifestement. Mais parce que sinon ils remplissent pas leur catalogue de judaïka. je pense que, je sais pas. Peut-être consciemment ils le font parfois. Ça... En plus, ça se trouve, c'était même pas des judaïkas, ça pouvait être des peintures. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense pas que c'était judaïka en l'occurrence. Ouais. Donc non, voilà, c'était pas bien. Mais ça fait partie sur le marché de l'art, quand c'est en main privée, il y a des histoires de succession, comme ça, de spoliation, qui sont à garder en tête. Et il y a eu des restitutions récemment hommages, ces dernières années, d'un petit sac de téphiline d'Algérie, d'une famille qui s'appelle Lévy-Valencin. Un petit sac qui était daté de 1888, qui avait été spolié et qui a été récupéré. Je ne me rappelle plus de l'histoire par cœur, mais qui a été restitué par le ministère de la Culture officiellement à la famille. Et je connais la descendante, l'arrière-petite-fille de ce monsieur, qui a fait plein de recherches et qui a réussi à réidentifier ce sac et à comprendre que ça venait de sa famille en Algérie et à le récupérer. Et ils ont fait ça également avec des mapotes. Alors, j'ai pas évoqué dans ma liste de judaïka les mapotes, mais c'est très intéressant. C'est une pratique que j'ai découvert en travaillant au MAJ. Je ne l'ai pas encore cité, mais évidemment, je vous encourage à lire ses écrits, à écouter ses conférences. Claire de Cons, c'était ma chef au MAJ, c'est la chef du service conservation du musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est une grande spécialiste des judaïkas et des objets historiques juifs, et en particulier de toute la région Grand Est de France, Alsace-Lorraine, Moselle. Et elle a fait un travail sur les mapotes qui a mené notamment à des restitutions. Les mapotes, c'est une pratique qui se réalisait en Europe de l'Est, en particulier en Alsace, en Allemagne. Quand un enfant, un garçon, était circoncis, on lui mettait des linges autour de lui, des grandes bandelettes blanches. Et les bandelettes étaient récupérées après et brodées par des brodeuses. Là, je crois que c'était des femmes spécialisées qui allaient noter son nom, fils de un tel, qui a été circoncis tel jour, et les lettres. C'est magnifique si vous avez l'occasion de regarder en ligne, dans des livres ou au musée.
les lettres hébraïques sont très colorées, très mignonnes, en forme d'animaux, avec des petites architectures. On lui souhaite le mariage, du coup on brode une petite roupa, on lui souhaite plein de choses. Tout est brodé, c'est comme une bande dessinée presque, et c'est des très 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 longues bandes. Quand il les présente au musée, il présente qu'une seule section, le reste est enroulé. Et ces mapotes, il y a toute une quantité de mapotes qui ont été retrouvées dans une guéniza, enterrées d'une communauté, je ne sais plus si c'était Dambar la ville, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus par cœur, mais elle en parle beaucoup. Il y a une communauté juste avant la Shoah, ils ont dû partir et ils ont tout enterré, y compris les mapotes, et c'est comme ça qu'elles ont pu être retrouvées. Et voilà, c'est aussi un objet judaïca et il y a des petites taches dessus, les petites taches de la circoncision qui restent. Donc c'est un objet quand même super particulier, les mapotes. Peut-être pour finir, j'aimerais vous parler de la collection d'Isaac Strauss. Alors là, j'ai un livre qui a été écrit par Dominique Jaracé, le spécialiste des synagogues dont je vous ai parlé au début, qui est l'un de mes collègues à l'école du Louvre pour les cours de la nouvelle chaire d'art et d'archéologie du judaïsme. Il a écrit pour les 20 ans du MAJ, du Musée juif de Paris, ce livre où il a fait toute une recherche sur cette collection d'Isaac Strauss, qui était un compositeur de musique à la cour de Napoléon III et Eugénie, sous le Second Empire, mais également avant. Ces dates, c'est 1806-1888. Et c'était un juif d'origine alsacienne né à Strasbourg qui a émigré à Paris en 1827, qui est nommé par Louis-Philippe, le roi avant Napoléon III, à la direction des bals de la cour royale, puis directeur de la musique des établissements thermaux de Vichy. Et il avait une villa à Vichy d'ailleurs, avec des mezuzahs sur ses portes, villa qui est encore debout aujourd'hui et qui avait été occupée par les nazis pendant la guerre. Et puis quand le gouvernement était à Vichy. Cet homme était donc il n'est pas à confondre avec le Strauss, qui est aussi compositeur de musique du Grand Danube bleu de Vienne. C'est pas le même. Là, c'est un Français, alsacien, et il a été le premier collectionneur de ce qu'on a appelé les judaïkas, le premier collectionneur français en tout cas, à constituer une collection d'art judaïque, d'art juif. Et je vous ai mis d'ailleurs une référence pour le terme judaïque sur le cours de la semaine dernière dans la petite bibliographie de Saulcy. C'est un archéologue historien du 19e siècle. Il a commencé à réfléchir, à définir toute cette notion d'art judaïque. Et c'est à cette époque, donc les années 1850-60, que Strauss a commencé sa collection. Il n'a étrangement pas d'objets alsaciens, donc c'est pas des objets de famille. Ou du moins il n'en parle pas dans ses archives, mais il a vraiment collectionné plein de choses différentes. Parmi les plus beaux spécimens qu'il pouvait trouver, beaucoup de spécimens viennois, italiens, allemands, d'Amsterdam, pour faire une sorte de collection exhaustive de tous les types de judaïka européens qu'on pouvait trouver. Et il les a présentés notamment en 1878 à l'exposition universelle qui avait lieu au Palais du Trocadéro, aux côtés d'autres types d'art universels du monde entier. Et ce qui est très intéressant, c'est donc qu'il a gardé et présenté et écrit sur sa collection durant sa vie. Il est décédé en 1888 et à sa mort, la baronne Nathaniel de Rothschild a racheté la collection lors de la vente après décès en 1890 pour l'offrir à l'État, cette collection, et elle a atterri au musée du Moyen-Âge de Cluny. Donc il y avait une salle d'art juif au musée de Cluny avec quelques-uns des objets de la collection Strauss. Et par la suite, ça a été légué du musée du Moyen-Âge au musée juif, qui a eu plusieurs étapes, qui n'étaient pas tout de suite le MAJ. Le MAJ a seulement ouvert en 1998, donc c'est assez récent. Mais il y a eu un premier musée juif dans le 18e arrondissement avant, et la collection a été aussi conservée et présentée par eux avant le MAJ. Donc c'est très intéressant de voir à quel point il y a eu une volonté, non pas de garder dans la communauté cette collection d'art juif somptueux, parce que c'est vraiment magnifique. La plupart sont exposés au MAJ, vous pouvez les voir. Je vous ai parlé de la grande armoire de Modène italienne, l'Arona Kodesh, elle en fait partie.
Il y a plein de choses différentes qui en font partie. Et il y a eu une volonté immédiate en fait de pouvoir montrer aux Français qu'est-ce que c'était, le partager avec eux et que ça soit objet d'État. C'est ça qui est très intéressant, ça fait partie des collections nationales. Et on pense, vu la personnalité de Strauss, de Isaac Strauss, pas Richard, comme le Grand Danube, mais le Beau Danube, mais Isaac, on pense qu'il aurait été très heureux de ce legs à l'État. C'était vraiment dans cette perspective israélite, très 19e siècle, qui s'inscrivait. Voilà, je vous ai mis d'ailleurs des petites images sur votre petit polycopier où vous pouvez voir des objets. La bima, assortie à l'Aaron HaKodesh, au milieu, la photo de gauche, de la collection Strauss, des boîtes à Bessamim sur la droite de cette collection, une gravure qui représente les plus emblématiques objets de cette collection tout en haut, et vous voyez cet Aaron HaKodesh dont je vous parle. Vous voyez un verre de kidouche, il faut imaginer qu'il est de couleur dorée. Vous voyez des yads, vous voyez des bagues de mariage juives aussi. La qualité n'est pas terrible, mais vous verrez sur Internet, vous les retrouverez facilement. C'est des bagues de mariage juives avec la petite maison dont je vous ai parlé, qui sont italiennes, celles-là, du XVIIIe siècle. Au centre, vous avez une boîte à Bessamim en forme de fleurs avec des petits compartiments pour mettre les épices. Vous avez une yad spectaculaire avec des lions et des petits drapeaux de style médiéval. Vous avez des rimonimes de part et d'autre en haut. Et ce magnifique chandelier quand même de Hanouka en bas à droite, en argent, qui est allemand et qui est dans la première salle du parcours permanent du mage. Donc ça, c'est une gravure qui montre, qui est dans le catalogue de l'exposition de 1818, qui montre ce qu'on pouvait voir à cette époque-là. Donc je vous encourage vraiment à consulter ce livre parce qu'il a reproduit en fac-similé, Dominique Jarassé, justement ce que pouvaient lire les visiteurs en 1878 avec le descriptif de tous les objets. Et il a fait une étude en français et en anglais tout autour avec des photos. Ça va être beaucoup mieux, vous allez pouvoir regarder. Attendez, voilà, par exemple. Et c'est très très beau. Et c'est complètement, quand on parlait d'assimilation, complètement gothique, complètement baroque, mais occidental. Enfin, occidental, pas juif en tout cas. Voilà, vous avez tout en meilleure qualité ici. Vous pouvez regarder. Et cette partition que je vous ai mis, la dernière image, c'est pas celle-là. Est-ce que j'ai une image meilleure? Non. Bon, vous avez cette partition, puisqu'il était musicien. Il a composé une polka, qui est un type de danse, il me semble, polonaise, avec cette Hanouka, qui ne fait pas partie de sa collection, mais qui ressemble à un type de Hanouka d'Europe de l'Est que lui, il a dans sa collection, mais c'est pas une qu'il a, qui est inspirée du Mao Tsour, pour cette partition. Il s'est inspiré donc d'un air juif traditionnel et il l'a joué à la cour impériale. Les gens le jouaient dans leur salon en France dans les années 1860. C'est assez dingue de l'imaginer. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. On arrive au terme de notre discussion sur les Judaïka. Il faut vraiment regarder les images pour se rendre compte de ce que c'est. C'est une catégorie qui est encore méconnue et à part et très particulière et qui mérite vraiment d'être étudiée plus en détail et voilà, aller au musée. Il n'y a pas énormément de collections. Je vous ai mis une petite liste. Le Jewish Museum de New York, Beit Atfutzot, la maison de la diaspora à nous en Israël, le musée d'Israël à Jérusalem évidemment, le Mage à Paris, le musée juif de Vienne qui est somptueux, ou celui d'Amsterdam, celui de Belgique aussi, mais qui est en rénovation, qui a quelques judaïkas. Et vous pouvez voir sur leur site internet, ils ont beaucoup de collections numérisées. Et c'est intéressant de voir l'évolution dans le temps et les judaïkas contemporains aussi de certains artistes qui font écho comme ça à ces traditions anciennes ou qui les renouvellent complètement. Voilà. J'ai une question. Est-ce qu'on voit qu'il y a une influence, enfin que c'est perméable l'art juif par rapport aux tendances contemporaines de l'art non juif? C'est-à-dire, par exemple, je pense si je ne connais pas tellement tout ce qui est joaillerie et tout, mais je sais pas, il y a des grandes périodes, l'impressionnisme, le fauvisme, oui. la peinture. J'imagine qu'il y a un peu la même chose
pour tout ce qui est voilà, bijoux, peut-être art de la table, décoration, etc. Est-ce que voilà, les grandes tendances comme ça, l'évolution de je sais pas comment appeler ça, quoi, des mouvements ou des courants se reflètent aussi dans l'art juif? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est, voilà, bon, il y a du gothique, comme tu dis, un peu style un peu gothique, un peu comme ça. On a l'impression que c'est un peu figé dans son jus, ou je sais pas, est-ce qu'il y a des choses par exemple en art contemporain, est-ce qu'il y a je sais qu'en Israël, par exemple, il y a des créateurs un peu plus modernes. Il y a eu une expo au musée d'Israël, je sais plus, il y a genre 2-3 ans. Sur les judaïka contemporains? Ouais, c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était sur des Hanoukiot. Ah, super. Ouais, je crois que c'était Hanoukiot. Donc, très très moderne, comme ça, avec des matériaux. Ouais. Comme ça c'était assez impressionnant. Et voilà, donc, est-ce qu'il y a une perméabilité comme ça de l'art non juif sur l'art juif? Complètement. Au sens des courants. C'est dans ce sens. Oui, l'art juif n'influence pas les tendances. Ça se saurait. Enfin, quoique, regarde, la polka, là, ils ont réussi un sacré coup. Le Mao Tzu. Complètement, c'est complètement, ça s'inclut complètement dans la mode. Parce qu'en fait, il y a cette assimilation. Les juifs veulent pas avoir l'air différent. Ça dépend des périodes, mais ils veulent pas avoir l'air différent dans les périodes anciennes. Moi, je suis spécialiste du 19e siècle, donc je pense beaucoup au 18e, 19e, début 20e siècle. Ils veulent pas se distinguer. Ils veulent vraiment continuer leur tradition, un peu en sous-marin, mais en les gardant, mais en restant à la mode et dans leur époque, dans leur ère. Je pense par exemple il y a un portrait magnifique de Rembrandt qui s'appelle La mariée juive, la fiancée juive. C'est un très très beau tableau qui est au Rijksmuseum à Amsterdam, ce grand Louvre de Amsterdam, où on voit un couple qui est un peu enlacé et ils ont les mains posées l'une sur l'autre. Et elle, d'ailleurs, c'est intéressant, elle a la bague au deuxième doigt. Donc c'est là qu'on met la bague pendant la cérémonie chez les Juifs. Et ils sont pas en tenue de Juifs. Ils sont complètement en tenue à la mode élégante, assimilée de leur époque, marchands d'étoffes ou bourgeois installés de cette époque. Donc ils sont complètement assimilés. On peut pas deviner qu'ils soient juifs, à part cette bague. Je pense. Il n'y a pas d'autre indication. Si on continue à parler des bagues, si vous écoutez le podcast sur les bagues de mariage juive médiévale et Renaissance que j'ai fait, j'indique que, elles sont là d'ailleurs, enfin, on pourra les voir mieux dans le livre, mais il y a toute une série de bagues, parfait. Il y a toute une série de bagues qui n'ont pas de petite maison avec marqué Mazal Tov. Il n'y a aucun moyen de savoir qu'elles sont juives, si ce n'est qu'elles étaient dans la collection Strauss. Là, il y a les petites maisons, mais celle-là, elle n'a pas. C'est une jolie bague avec des fleurs très colorées, on voit pas, mais c'est de l'émail qui est blanc, bleu, jaune, doré. Et c'est une bague très belle qu'on peut avoir en Italie à la même période, très massive. Et voilà, ça fait pas juif. C'est complètement assimilé dans la période. Et c'est ça qui est intéressant avec les juifs, c'est qu'ils en font parfois trop, ils performent là où ils sont. Et c'est le cas pour les boîtes à Bessamim. Je ne sais pas si les contemporains avaient des petites tours dans leur vaisselier sous vitrine, des petites tours d'architecture gothique. Les juifs en avaient, pour Shabbat. Donc oui, il y a une perméabilité complète. Ça dépend encore des degrés de religion, des familles, des sociétés, mais... Et quand ils en avaient la possibilité, évidemment, c'était pas toujours le cas. Ils étaient très souvent, à différentes époques de l'histoire juive, stigmatisés, obligés de mettre un costume, obligés d'avoir un certain type de maison, de manger un certain type de choses. Quand ils avaient la possibilité de s'assimiler, ils le faisaient, parce qu'ils avaient moins de problèmes. Je pense que c'est ça. Si vous avez d'autres questions... Quand on va au Mage, on voit que c'est la collection d'Isaac. C'est écrit, on l'a écrit, ouais. Et, enfin, ils l'écrivent. Et sur les cartels, oui, ça continue d'être actualisé comme ça. La collection Strauss-Rothschild. Puisqu'en fait, oui, c'est Strauss qui l'a constituée et Rothschild qui l'a donnée à l'État. Et Cluny. Parce qu'en plus, il y a marqué que c'est un dépôt du musée de Cluny. Ça appartient toujours au musée de Cluny. D'accord. Je crois dans certains cas, ça a été légué au Mage. C'est devenu collection Mage, mais ça reste des dépôts la plupart du temps. Voilà. Mais vraiment,
Là, vous avez le catalogue, il est très, très, très chouette, ce catalogue de la collection juive de Cluny. C'est avant que ça aille au Mage. Et la plupart vient de la collection Rothschild. De la collection Strauss. Et vous avez en couleur. Elle est en vente, je crois, au musée d'art juif de New York. C'est possible. Une reproduction. C'est très possible. Et en format énorme à $20,000. Merci, c'est tout à fait vrai. Les Judaïka, il y a toute cette dimension aussi de copie. Qu'on n'a pas abordé, mais c'est sériel en fait. C'est pas des chefs-d'œuvre. Il y a une Hanoukia comme ça. Là, il y en a plusieurs des comme ça qui existent. Et souvent, on parle de faux. Il y a tout un... Pour le marché de l'art aussi, c'est important. Il y a plein de Judaïka qui sont considérés comme faux, c'est-à-dire qu'ils ont été créés pour des collectionneurs qui voulaient avoir de l'art juif, beau, qui fait juif, mais un Judaïka, en principe, il est considéré comme Judaïka quand il a servi. Ça, c'est évidemment un paramètre important. Et donc, il y a certains faux Judaïka qui ont été créés pour des collectionneurs et qui n'ont jamais servi. Mais ça veut dire si quelqu'un fait par exemple, quelqu'un au 19e siècle a fait un rimon pour un Sefer Torah, ouais. Il en a fait plusieurs, il y en a un qui a pas servi, tu dirais que c'est un faux? Si les autres ont servi, si c'était dans le stock d'un marchand et ça n'a pas... Ouais, moi, il a vendu, mais finalement, il en avait assez à Toulouse, ils l'ont pas utilisé. Ouais, oui. Oui. En fait, il y avait des usines au 19e siècle, c'était le début de l'industrialisation. Donc, les choses étaient faites en série avec des machines de plus en plus. Et il y avait des entreprises qui se spécialisaient dans imiter le passé, pour des collectionneurs. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils allaient vendre, par exemple, des Rimonim ou des Keter Torah pour des collectionneurs. Mais ça, je comprends. Mais pas pour une synagogue. Pas pour quelqu'un chez lui qui a une Torah et qui veut la décorer. Et donc... C'est marrant, ça veut dire qu'on ne détache jamais la relation cultuelle. Voilà, Ouais, je pense que ça fait partie de notre définition. C'est vraiment l'usage avec les Judaïka. Il y a tout un pan qui est ornemental et beau et qu'on va considérer comme Judaïka aujourd'hui, mais s'il n'a pas servi, c'est pas vraiment... C'est pas un objet de culte puisqu'il n'a pas servi au culte. Ouais, c'est un truc qui m'a toujours gêné dans les musées d'art premier, là, genre le Quai, tout ça. C'est très intéressant de faire le parallèle. C'est bizarre parce que tu as l'impression d'un truc qu'on a pris mais qui est complètement sorti du système de symbolique et d'interprétation de la culture dans laquelle il était. Exactement. Pour nous, on le voit parce que, je sais pas, soit on peut dire que c'est beau, soit ça nous amuse, ça ouais. côté un peu zo comme ça. Ouais. Et ça met toujours un peu mal à l'aise, quoi, parce que le truc n'était pas censé servir pour ça, quoi. Exactement. Ça fait penser à ça. Bah merci, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'une Torah? Moi, ça me fait de la peine de voir une pauvre Torah comme ça dans l'entrée du musée, sous vitrine. Elle sert plus. Moi, j'aimerais tellement qu'il la sorte pour les fêtes, qu'il la fasse vivre. C'est à ça que ça sert. Ils ont peur de la lumière, c'est ça? Ben, c'est un objet patrimonial d'État. Donc c'est sous verre et ça bougera pas. Il y a un petit truc qui vérifie l'humidité et il faut surtout pas ouvrir. En plus, la vitrine est créée comme un présentoir, comme un pupitre de lecture. Et voilà. Là-bas, hommage dans la salle. Mais ils en auraient des boutons parce que ça se veut très laïque et très. C'est ce qui fait la différence avec le. Alors, c'est complètement absurde d'un point de vue. Parce que, Complètement, ça le tue. La Torah, elle est métamet ayadé, mais elle impurifie les mains, truc et tout. Ouais. C'est pas fait pour rester un truc que tu dois. Mes bijoux de scène sur lesquels j'ai travaillé, c'est exactement pareil. C'est le spectacle vivant. Ils ne vivent que quand ils sont sur scène avec le trac porté par quelqu'un sous la lumière. Ils n'ont de sens que quand ils sont sous les projecteurs sur scène, vus de loin. C'est pareil pour les Judaïka. Il y a ce truc de tu les as arrêtés à un stade comme les masques vaudous africains. Ils sont déconnectés de leur sens pour le bon plaisir des Occidentaux qui les voient sous vitrine. Et c'est très intéressant cette dimension. Et ça me fait penser à des travaux que vous connaissez peut-être de Toby Nathan, qui est ethnopsychiatre. Et en fait, il travaille vraiment sur la symbolique, justement les amulettes, les bijoux de protection, toutes les traditions vaudou ou les traditions magiques dans les différentes cultures.
comment les recontextualiser dans leur contexte d'origine, quoi. Et pas les muséifier, pas les faire mourir, en fait. On les fait mourir en les muséifiant. C'est ça qui est très intéressant avec les musées, c'est qu'il y a quelque chose, on fige une image, mais si on la fige pas, elle disparaît. Tu sais si la notion de musée, c'est un truc uniquement occidental Je pense. comme ça, ou, Ouais, je pense. je sais Occidental, je au pense que... Maroc, avant, je veux dire. Pas Ouais, non, je suis pas sûre. Je pense que les gens aimaient bien montrer ce qu'ils avaient de beau chez eux. S'ils avaient un beau tableau, ils le présentaient. S'ils avaient de la belle vaisselle, ils avaient un présentoir à belle vaisselle, mais c'est privé. C'est une collection privée. Ouais. Il y avait voilà. En fait, il y a par exemple les cabinets de curiosité à l'époque de François Ier. C'est les premiers petits musées. C'était chez les particuliers. Ils adoraient collectionner. Donc, ils collectionnaient des choses autour d'une même thématique, un même type d'objet, ils faisaient une collection et ils la présentaient. Mais les musées, c'est récent. Musée, c'est 19e. C'est quoi le premier musée? C'est une très bonne idée. Si tard que ça? Mais c'est très tard. Il y a 18e. pas eu de musée à la Renaissance, là? Bah, les collections privées. Jamais de la vie, ils ouvraient pour le peuple. Que les gens viennent au château voir des œuvres. Jamais. Non, mais je veux dire, un type qui était un grand peintre, voilà, qui voulait. Est-ce qu'il y avait des expos? Souvent, quand tu lis les peintres et tout, bah, il allait, il s'exerçait, c'est comme ça qu'il apprenait quoi, son art, quoi, en allant admirer les Rembrandt, voir. 19e siècle, pas avant. Ah ouais. Ouais. En fait, le seul intérêt, c'était qu'un riche t'achète une peinture et donc tu allais voir le riche qui avait d'autres peintures belles à montrer à ses amis quand il venait chez lui, où c'était preuve de sa richesse, mais c'était des collections privées. Il n'y avait pas de musée public, c'est extrêmement contemporain et démocratique le musée. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on partage les richesses avec tout le monde. Et c'est ça qui est très beau avec cette histoire de la collection Strauss-Rothschild, c'est qu'ils les ont pas... C'est aller à l'encontre de l'antisémitisme, en fait, à cette période de montée de l'antisémitisme grave avec l'affaire Dreyfus à cette période. Ils partagent les richesses des Juifs avec le peuple, avec tout le monde, avec la France qui les héberge. Donc il y a quelque chose d'extrêmement démocratique. Et non, avant c'était privé l'art. C'est ça, hein, c'est vrai.